on articule de deux manières traditionnellement l'art et la démocratie, en considérant qu'il y a deux manières de penser cette relation, soit on parle de démocratie culturelle, soit de démocratisation de la culture. Peut-être vaut-il la peine de se mettre au clair sur ces notions comme un socle à notre soirée. Oui, peut-être est-ce nécessaire. Pas forcément se mettre au clair, enfin, d'abord se mettre au clair et peut-être dépasser ce qui est une opposition un peu rhétorique, un peu trop facile. Alors, je voudrais, pour essayer d'être très rapide et concis, dire une chose, c'est que ce n'est pas tellement un problème de vocabulaire, ce n'est pas par des réponses de définition qu'on y arrivera. À mon avis, c'est en situant ces mots de démocratie culturelle, de démocratisation culturelle, et si je reviens un peu en arrière dans la constellation des autres expressions un peu toutes faites qui tournent autour de cette opposition démocratie-démocratisation culturelle, je pense en particulier à action culturelle, je pense en particulier à animation culturelle. Je crois qu'il faut saisir ces différences dans une histoire des politiques culturelles. Alors évidemment, mon point de vue va être un point de vue français, non pas parce que je pense que c'est une référence, c'est loin d'être une référence, mais c'est parce que c'est mon expérience. Et je pense que, en raison précisément de cet État républicain, qui a fait de la connaissance, de l'éducation, un pouvoir de l'État. La notion de démocratisation culturelle est née, à mon sens, en termes pas simplement de notions, mais d'outils, de moyens, de volonté et d'activité dans le cadre de la Ve République, avec le premier ministère d'André Malraux sur les affaires culturelles. Il n'utilisait pas le mot de démocratisation culturelle, mais la notion allait d'évidence et elle signifiait la possibilité, ou la nécessité plus exactement, pour l'État, puisqu'à l'époque, c'est-à-dire au début des années 60, c'est d'abord l'État. Les collectivités territoriales n'ont pas la compétence, je crois que chez vous, en Suisse, ça a été beaucoup plus décentralisé, ce n'était pas par une autorité centrale. Et donc la démocratisation culturelle, c'était quelque chose d'assez simple, c'était de permettre l'accès du plus grand nombre aux biens culturels. Et quand on parlait des biens culturels, il y avait une espèce de restriction du terme. En réalité, il s'agissait des œuvres légitimes. La démocratie culturelle, elle, comme notion, comme volonté, peut-être aussi pour s'opposer à cette dimension qui était l'accès à un bien, celui du patrimoine, celui qui était inventorié, celui qui était normé, celui qui correspondait à une inscription dans des musées, dans des bibliothèques, dans des établissements nationaux. La démocratie culturelle est une thématique qui est née après 68. Et qui est née après 68 dans les institutions culturelles, avec l'idée que ça n'était pas suffisant, que d'essayer d'une manière volontariste de permettre au plus grand nombre, avec toutes les résistances qu'il pouvait y avoir, d'accéder aux biens, il fallait aussi permettre la prise de parole. Et derrière ce mot prise de parole, on entend bien un slogan des années 68. Un grand penseur de cette époque qui a beaucoup accompagné les animateurs, comme on les appelait, on les aurait peut-être appelés les médiateurs, qui étaient de Certeau, Michel de Certeau, qui était jésuite, psychanalyste, et qui les a accompagnés dans une réflexion sur ce qui s'était passé en 68, disait en 68, on a pris la parole comme on avait pris la Bastille en 1789. Et donc le thème de la prise de parole, prenez la prise de parole au sens très large par les moyens artistiques, c'est ce qui s'est appelé des processus de démocratie culturelle. Donc la référence n'était plus à des œuvres artistiques, elle était une référence à des moyens d'expression. Il me semble que c'est ça la grande opposition. Et cette opposition s'accompagnait aussi d'une façon un peu différente de voir le couple art et culture. Mais on y reviendra peut-être dans un deuxième temps. Alors précisément, ma deuxième question, c'est peut-être de savoir si on peut articuler ces deux notions telles que vous les avez définies. Est-ce qu'on peut les articuler ou est-ce qu'elles représentent finalement une contradiction irréductible? Pour peut-être illustrer ce sentiment d'une contradiction, deux citations. L'une d'un grand spécialiste des arts de la rue, notamment Serge Chaumier, qui dit ceci: « Au nom de quoi prétendre conduire des jeunes des banlieues dans les temples de la culture bourgeoise
si l'on est convaincu que leur culture d'origine est tout aussi légitime et valable. C'est une question piquante à l'endroit de la démocratisation culturelle et de son éventuelle contradiction avec l'idée d'une démocratie culturelle où chacun a sa culture sans qu'il soit question de hiérarchiser celle de chacun. Et puis une deuxième citation d'André Malraux, précisément, alors représentant, même s'il ne baptise pas son action comme une action de démocratisation de la culture, une citation où Malraux nous dit, le 28 octobre 1966, c'est un discours à l'Assemblée nationale, « La culture est populaire par ce qu'elle atteint, non du fait de sa nature ». On a le sentiment là d'un refus d'élargir la définition de la culture chez Malraux, d'où peut-être cette idée d'une contradiction entre les deux notions précédemment définies. Oui, moi je pense que c'est... Enfin, pour moi, ces deux citations datent. Elles sont très inscrites dans une histoire. Et notamment la première de Chaumier, à laquelle je pourrais adhérer s'il n'y avait pas ce terme de culture bourgeoise. Non pas que la culture bourgeoise n'existe pas, mais je ne suis pas sûr que ce qualificatif aujourd'hui soit adapté à une vision des pratiques culturelles. Parce que, au fond, cette classe bourgeoise qui prend le pouvoir contre l'aristocratie au XIXe siècle, elle existe, certes, mais elle n'existe peut-être plus dans une opposition radicale à ce qu'on pouvait appeler la culture prolétarienne. Avec la notion de culture bourgeoise, on entre dans une série d'oppositions qui, à mon avis, sont dépassées. Non pas pour faire absolument consensus, mais parce que culture bourgeoise, culture prolétarienne, culture urbaine, culture rurale, culture dominée, culture dominante, c'est à chaque fois des couples qui permettaient de comprendre ce qui se passait dans des périodes qui étaient celles de la lutte des classes, d'opposition de blocs. Je ne veux pas dire pour autant que les inégalités sociales n'existent plus. Au contraire, elles se sont accentuées et elles se sont recouvertes avec des inégalités culturelles. Mais pour en revenir à la question et à la citation de Chaumier, il est évident que les termes que nous utilisions à l'époque, par exemple celui qu'il utilise encore sur les temples de la culture, je pense que dans un certain nombre de pays, dont la Suisse, dont la France, ces grandes institutions ne sont plus des temples. Précisément peut-être parce qu'il y a eu, pendant 20 ou 30 ans, des politiques, et qui n'étaient pas simplement des politiques culturelles, qui étaient aussi des politiques sociales, des politiques socio-culturelles, qui ont essayé d'ouvrir les établissements avec plus ou moins de succès. Vous savez, cette notion de temple, elle résonne pour moi avec la notion des cathédrales, terme qu'utilisait Malraux pour qualifier les maisons de la culture. Cathédrale avec cette représentation qu'on avait, qui était de dire ben, l'ensemble du peuple va aller sacrifier à la religiosité. Ici, c'était la religiosité ou la sacralité de l'art. Donc je crois que ces termes ne sont plus appropriés parce que les problématiques se posent différemment. Aujourd'hui, me semble-t-il, on est dans des sociétés où la fracture sociale s'est accentuée, où l'exclusion s'est accentuée, où les langages sont éclatés. Et ce n'est plus dans une opposition entre démocratie, démocratisation culturelle que je me poserai, ou dans l'opposition qui est implicite dans la phrase de Chaumier entre culture bourgeoise et culture dominée, celle des ethnies qui, avec le phénomène de la décolonisation, sont venues dans les pays occidentaux. Je crois qu'aujourd'hui, nous assistons plutôt à un changement de paradigme de la culture, c'est-à-dire à une saisie de la culture qui ne peut plus se faire uniquement à travers les œuvres et les biens. Pour aller très vite et pour terminer, il me semble que le changement de paradigme auquel nous assistons et qui nous interdit de procéder avec les mêmes slogans ou avec les mêmes catégories qu'il y a 20 ou 30 ans, premièrement, la notion de culture ne peut plus être identifiée simplement aux œuvres artistiques, sans aller pour autant jusqu'à considérer la dimension anthropologique, où au fond la culture s'opposerait à la nature. Je pense qu'il faut faire éclater, et la vie les a fait éclater, les technologies. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de culture avec un grand C. Dès qu'on met un grand C, on suppose qu'il y en a avec des petits C, et donc forcément qui sont dans une hiérarchie. Donc
mettons-nous, et je pense que tu en parleras plus et mieux que moi, mettons-nous déjà dans une problématique de diversité. De diversité en disant ça, le fait de parler de diversité, ça ne signifie pas pour autant que tout se vaut, mais qu'il faut se donner des instruments d'évaluation, j'aime pas le mot mesure, évaluation, d'apprécier la valeur. Et la valeur, peut-être, c'est ce qu'on fait de la culture, que ce soit avec un grand C ou avec un petit C. Ça, c'est la première chose. Alors, est-ce qu'on peut parler d'universalité de la culture? Oui, à mon sens, à condition de ne pas définir cette universalité par des contenus, par des formes. Je pense que c'est, et plutôt que d'aller citer Bourdieu, qui s'est mis tardivement, mais et ça lui a ouvert le champ, à l'analyse des formes artistiques. Ces derniers travaux étaient des travaux de réflexion sur la peinture. Pendant très longtemps, ça a été une pure réflexion de sociologue. Il s'est mis tardivement et de manière positive et riche sur le phénomène de l'esthétique, c'est-à-dire de la réception sensible. Donc ce qui me paraît, je ferme la parenthèse, ce qui me paraît de l'ordre de l'universalité dans le phénomène de culture, et non pas dans l'énoncé, c'est que dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, la culture est quelque chose qui permet de faire lien. La culture est ce qui nous met en rapport les uns avec les autres. La culture est ce qui tisse les relations humaines. Alors après, il y a une diversité des formes, il y a une diversité des rythmes, il y a une diversité par rapport au sens, à la culture visuelle, à la culture à la sensibilité auditive ou visuelle. Et donc, le phénomène d'universalité, à mon sens, il n'est pas à chercher dans des contenus ou dans des genres ou dans des formes, il est à chercher dans les fonctions. Et la fonction de la culture, c'est de créer de la transversalité, c'est de tisser un sentiment à la fois qui permet la reconnaissance et la construction de soi, c'est-à-dire de rapport à l'autre, et c'est ce qui permet aussi de construire un sentiment d'appartenance à un nous qui est fait de connaissances, qui est fait de sensibilité, qui est fait de pratique, qui est fait de mémoire. Et donc, ce qui est universel, me semble-t-il, dans la culture, c'est peut-être le fait de s'adresser à des individus qui, sans elles, ne vivraient peut-être pas ni un sentiment d'appartenance, ni une reconnaissance ou une construction de leur propre personne. Et donc c'est très lié aussi à cette construction qui est à la fois de nature sensible et intelligible. On va terminer cette première intervention de Jean-Paul avec une interrogation sur la médiation, mais avant cela, j'aimerais montrer un extrait d'un film et je... Oui, si certainement moi je me refuse, si vous voulez, à limiter le phénomène de médiation culturelle à un phénomène d'accès aux œuvres ou de discours sur les œuvres. Bien entendu, c'est une des dimensions, mais si c'est la seule dimension, alors pourquoi avoir utilisé ce mot qui est un vieux mot de la philosophie? La médiation, c'est au fond tous les processus qui nous permettent d'être dans un environnement social. C'est-à-dire, la médiation, c'est ce qui nous permet de nous situer face à l'autre, face aux œuvres, face aux phénomènes sociaux. Donc, pour moi, les phénomènes de médiation culturelle ne sont pas des phénomènes qui se rapportent ou qui se ramènent ou qui se réduisent à des discours sur l'œuvre. Parce que si tout devait se ramener à un discours sur l'œuvre, alors on n'aurait plus besoin de l'œuvre. L'œuvre est un objet produit d'une culture. Enfin bon, on ne va pas détailler les multiples théories sur ce qu'est l'identité de l'œuvre artistique, mais même cette question-là, elle est dépassée. L'œuvre, en tous les cas, elle est le lieu de phénomènes sensibles et intelligibles qui n'existent que par rapport à une réception. Et donc, ce n'est pas en calquant des discours extérieurs, aussi savants soient-ils, qu'on permettra l'accès à l'œuvre.
Malraux l'avait formidablement expliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait séparé le processus de l'école, qui était transmission des connaissances, et le processus de la culture, pour lequel il disait qu'il s'agit d'aimer et non pas d'apprendre à connaître. Et donc la médiation culturelle, c'est, me semble-t-il, quelque chose de beaucoup plus complexe que le seul discours sur l'œuvre. C'est à chaque fois la capacité de donner aux gens la possibilité de s'approprier des langages artistiques, de pouvoir certes en parler, mais pas forcément avec des mots. Ça peut être, comme la première image nous le montre, on voit ce personnage qui prend des attitudes très convenues, comme si par rapport à cette sculpture classique, il fallait mettre une espèce de distance du corps qui s'appuie. Voilà, il y a de multiples manières d'entrer en relation, ne serait-ce que d'abord en relation physique avec une œuvre. Une œuvre, ça passe d'abord par le corps, avec tout ce qu'il y a de normes, d'habitudes et de contraintes qui sont liées à une histoire. Alors, je termine simplement par la question. Oui, certes, si nous réduisons le phénomène de médiation culturelle à apporter des discours finis, tout faits, qui ne sont que des projections de savoir sur une œuvre qui a signifié quelque chose à un certain moment, à travers un certain contexte, aussi bien pour celui qui l'a créé que pour le public qui l'a reçu, dans ce qu'on pourrait appeler un horizon d'attente, c'est-à-dire dans un ensemble d'habitudes du public, de normes, de différences entre la réalité et l'imaginaire. L'horizon d'attente, c'est tout ce qui nous conditionne à recevoir l'œuvre d'une certaine manière. Et toute grande œuvre est une œuvre ouverte. Je reprends la formule de Umberto Eco. Un grand roman est un roman sur lequel il n'y a pas une vérité, ne serait-ce que la vérité de l'auteur. C'est ce qui va nous permettre de nous approprier des histoires de personnages dans lesquels nous allons nous identifier, nous projeter. Nous allons y lire au fond tout ce qui est de l'ordre d'une expérience humaine, c'est-à-dire d'une existence. Et donc tout discours convenu, tout discours définitif ferme l'accès à l'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle je suis persuadé que le dialogue de ces deux personnages qu'on n'a pas entendu, mais qu'on peut supposer, d'abord c'est un dialogue. C'est-à-dire qu'on va confronter des interprétations, des sensibilités, des réceptions. Et une œuvre, c'est précisément ce qui va provoquer chez chacun d'entre nous des interprétations subjectives, parce que l'œuvre est elle-même subjective. Et donc, dans ce dialogue qu'on n'a pas entendu, mais donc on peut tout y mettre, on peut tout leur prêter, on a certainement beaucoup plus de vérité existentielle que dans un discours qui est un discours qu'on peut saisir dans n'importe quelle encyclopédie, qui va nous dire ce que représentaient ces personnages, qui sont peut-être des créatures divines, qui ne nous parlent plus, mais autre chose nous parle. Je terminerai en disant que c'est le problème du texte théâtral. Le texte théâtral suppose une double interprétation. Une interprétation d'abord par les comédiens et le metteur en scène, c'est-à-dire une certaine vision, et on peut très bien, avec un texte théâtral, le renvoyer à son époque, et avoir une mémoire froide là-dessus, ou le renvoyer à son propre présent. Et donc ça, c'est une première interprétation qui suppose une mise en scène. Et le deuxième niveau d'interprétation, c'est celui du comédien. Et je dirais la troisième véritable interprétation, c'est celle du spectateur. Et j'ai dit spectateur, je n'ai pas dit public. Parce que l'œuvre s'adresse à notre subjectivité. Alors après, la question des publics, elle vient, certes, mais c'est une question plutôt sociologique. Et je crois que c'est vous c'est toi qui disait, vous savez, je ne sais plus, il n'y a pas un public. On est public de quelque chose. Donc le public, c'est une catégorie sociologique et on est forcément dans la diversité et dans la pluralité des publics. Le public est aussi la création d'une institution. Merci beaucoup, Jean.